c'est un atelier que moi et Anna, on va donner aujourd'hui, donc sur justement comment comprendre et prioriser les problèmes des utilisateurs. On va commencer par une petite présentation, mais en fait, c'est vraiment un atelier collaboratif, donc on ne peut pas prendre beaucoup de personnes. Malheureusement, les personnes qui sont arrivées vers la fin, on va plutôt vous demander d'observer l'exercice qu'on va faire avec les autres. C'est vraiment en général des exercices qu'on fait en très petits groupes, en général 5, maximum 10 personnes. Parfois, on peut prendre jusqu'à 15 pour chaque groupe, mais là, 50, ça va être très difficile pour vraiment bien mener. Mais vous êtes bienvenus quand même pour observer les exercices après. Donc, juste avant de commencer, j'ai quelques questions. Qui ici est Product Manager? Product Manager ou Product Owner? Oui. Okay. Quelques personnes à la salle. Designers? Là, 3 designers, super. Des coachs agiles? D'accord, pas mal d'autres métiers? Scrum Master? Oui. Super, d'accord. Voilà. Nos sponsors, je pense que vous avez vu déjà ça au moins 2 ou 3 fois aujourd'hui. Donc, je vais commencer pour nous présenter. Donc, moi, c'est Alexandra Lung. Et bonjour, moi c'est Anna Bohem. Et en fait, nous travaillons pour la société Pivotal Labs et nous sommes des consultants. Donc, en fait, on travaille avec des clients de différentes entreprises, en fait, dans des industries très diverses. Et en fait, on va accompagner les équipes de nos clients sur à la fois construire de nouveaux produits ou créer de nouvelles expériences clients. Donc, on va les coacher, on va travailler en pairing avec eux. Moi, j'ai plus une expertise product management, Anna, plus une expertise design. Mais on travaille vraiment avec nos clients sur tout ce qui est méthodologie AMIX, des méthodologies à la fois agile, lean, user-centered design. Donc aujourd'hui, justement, l'atelier, il va être un peu plus focalisé sur le design thinking et la première partie de la création d'un produit. Donc on va se focaliser justement sur cette première partie de création d'un produit. Ça peut être soit un nouveau produit ou un nouveau business qu'on a envie de lancer sur le marché, ou ça peut être un produit qui existe déjà depuis un moment, mais qui a un peu moins de succès chez nos utilisateurs, qui fonctionne un peu moins bien, qui a été peut-être lancé déjà depuis un certain moment et le marché il a changé. Donc c'est aussi une manière de pouvoir réinventer nos produits et nos expériences clients. Donc on va commencer justement par les questions de comment on peut recueillir les informations sur nos utilisateurs, comment on peut vraiment les comprendre leurs besoins et leurs problèmes. Et par la suite, on va avoir plein d'informations. Donc, comment on peut synthétiser ces apprentissages? Ça va être notre premier exercice qu'on va faire par la suite ensemble. Et après, une fois qu'on a une idée assez claire et synthétique des différents problèmes et des différents apprentissages, avec quoi commencer? Parce qu'on ne peut pas tout faire d'un coup. Donc, comment prioriser ensemble ces différents problèmes et apprentissages? Donc c'est parti, je vais commencer en vous racontant une histoire. Donc il y a quelques années, j'ai eu une idée pour un nouveau produit. Et bon, j'ai plein d'idées tout le temps, je pense, ce produit, ça serait cool. Mais cette fois-ci, en fait, c'était vraiment un produit très innovant. C'était vraiment fun et je savais que ça a vraiment le potentiel d'aider les gens autour de moi. C'était vraiment super, du coup j'ai commencé à parler autour de moi. Et les gens, ils étaient embarqués, donc j'ai eu de plus en plus de gens qui ont voulu participer au projet, bâtir le produit. Donc on a commencé à bâtir ce produit ensemble. Ça prenait un peu de temps, un peu d'effort, forcément, mais bon, on savait qu'à la fin, on va avoir quelque chose dont on va être vraiment fiers. Et on a réussi à le lancer. Et en fait, ça a échoué. Et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup aujourd'hui sur le marché. Juste créer des produits en isolation comme ça en partant d'une idée, mais sans vraiment vérifier s'il y a un besoin client à la base qui correspond vraiment à un problème de nos utilisateurs. C'est une des premières raisons pour lesquelles les startups elles échouent aujourd'hui, ne pas attendre ce product market fit. Et du coup, de où justement notre atelier aujourd'hui sur l'importance de vraiment comprendre les problèmes des utilisateurs
pour pouvoir offrir une solution qui va être vraiment pertinente pour eux. C'est bien d'avoir des idées, bien sûr, c'est bien d'y croire, mais il faut qu'elles soient bien corrélées à un problème réel qui ressent notre cible, en fait. Et pour faire ça, on va vraiment aller écouter nos utilisateurs. Et quand je dis écouter les utilisateurs, en fait, ce qu'on fait souvent avec Anna chez Pivotal, c'est qu'on va faire de la recherche utilisateur, on va aller voir nos utilisateurs, on ne va pas passer par des proxys ou par nos équipes de vente qui, bien sûr, connaissent beaucoup d'anecdotes, mais on va aller vraiment leur parler, leur poser des questions et comprendre leur quotidien, comprendre leurs différents besoins et aussi leurs problèmes, pour être sûr qu'on part déjà sur une bonne piste depuis le début. Donc là, je vais laisser Anna continuer. D'accord. Il reste un truc que tu voulais dire. Ah oui, je veux beaucoup parler. Oui, et en fait, justement, au début, quand on commence à recueillir toutes les informations, on a souvent beaucoup d'informations. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous lancer dans une... Je vois déjà des personnes qui disent oui. De vous lancer dans une recherche utilisateur ou autre pour un nouveau projet et avoir beaucoup d'informations et se dire « Wow, ok, qu'est-ce que je fais avec tout ça ?» C'est bien d'avoir beaucoup d'informations, mais comment je trouve un sens dans tout ça, comment je synthétise tout ça et comment je vais arriver à avancer finalement dans mon projet. Donc c'est justement sur ça qu'on va essayer de travailler ensemble aujourd'hui de manière collaborative dans les exercices sur ok, il y a une manière de recueillir toutes ces informations, mais qu'est-ce que je fais après avec tout ça? Voilà. Et moi, je vais vous parler un peu de la phase de la recherche utilisateur, comment on le fait chez Pivotal Labs. Et premièrement, je voudrais savoir qui parmi vous a déjà fait des expériences avec des entretiens, avec de la recherche utilisateur, des tests d'utilisabilité. Ok, d'accord. Très bien. Aujourd'hui, je vais me focaliser premièrement sur comment mener des entretiens exploratoires pour trouver des problèmes principaux avec un produit ou un service. Donc pour faire ça, ce qu'on fait normalement, c'est bon de parler avec 5 ou 8 personnes, ça suffit pour trouver déjà des choses qui se rejoignent, il y a des problèmes principaux. Et on fait des entretiens, on les invite chez nous, on parle avec eux, chez eux, pour une durée de 30 minutes, 45 minutes. Et pour le setup, normalement, il y a une personne qui mène l'entretien, le guide de discussion, qui va avoir la plupart de la conversation. Et d'autres personnes dans la salle qui vont prendre des notes. Et la façon comment on fait ça, c'est directement sur des post-it, comme vous voyez sur les murs ici. Ça nous permet justement de gagner du temps. Si on prend des notes sur un notepad et après il faut les transférer, ça marche aussi, mais ça prend justement plus de temps. Donc on est habitué à prendre des notes comme ça. Et voilà, donc ça c'est un peu pour le setup. Après, je vais vous parler un peu de l'entretien et de l'introduction pour un entretien. C'est très important de mettre la personne interviewée en confiance et de ne pas sauter directement dans les questions difficiles. Donc la façon comment moi je le fasse normalement, c'est si on va imaginer qu'Alex, elle est la personne interviewée, je vais dire « Bonjour Alexandra, merci d'avoir accepté pour cet entretien aujourd'hui. » Et bonjour, moi je m'appelle Anna, je suis designer chez Pivotal Labs et on travaille avec notre équipe sur l'amélioration du produit X. Et voilà, aujourd'hui, notre séance, on veut parler avec vous de votre expérience avec ce produit et pour avoir une idée comment améliorer ce produit. Normalement, cette session va durer 30 minutes. Est-ce que c'est toujours bon pour vous? Oui. Très bien. Comme ça, on sait qu'on a du temps et il ne faut pas que je me stresse avec les questions. Super. Je veux vous dire aussi qu'il n'y a pas de bonnes ou mauvaises réponses. Tout ce que vous dites, c'est pertinent pour nous et ça va nous aider à améliorer et faire un meilleur produit. Donc, n'hésitez pas d'être franc et honnête avec moi. Et ça ne peut me pas offenser. Tout ce que vous dites, c'est important pour nous. Merci. Et voilà, surtout, il y a du temps pour poser des questions à nous, s'il y en a. Et en fait, est-ce que vous avez une question avant de commencer? Non? Très bien. OK, donc voilà, ça c'est le petit spiel que j'utilise pour faire une petite introduction.
Et après, vous pouvez poser des questions sur le rôle de la personne ou tout ce que vous voulez savoir. Mais une question que j'aime bien poser au début, c'est une question ouverte comme ça, pour découvrir une histoire d'un produit ou d'un service. Donc une question façon « Racontez-moi de la dernière fois quand vous avez fait quelque chose ». Et ça, c'est par rapport à votre produit. Et comme ça, vous pouvez découvrir une vraie histoire qui est idéalement assez récente. Et comme ça, c'est toujours frais dans le mémoire et vous allez découvrir des choses concrètes. Et après, pour creuser dans les détails et pour comprendre encore plus de contexte, c'est important de poser quelques questions comme pourquoi. Le pourquoi est vraiment important pour comprendre le contexte et la motivation derrière un processus décisionnel ou derrière une motivation d'achat. Donc pourquoi vous n'avez pas aimé cette étape-là et pourquoi vous avez acheté ce moment et pas l'autre. Et voilà, donc il faut vraiment creuser avec le pourquoi. Et après, d'autres questions comme c'était quand vous avez fait cet achat, parce que le fait temporel, ça peut vous donner aussi des indications sur la motivation. Qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce que vous étiez satisfait, pas satisfait, et pourquoi? Et est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était impliqué dans ce processus, dans la décision? Et voilà, racontez-moi plus. Vraiment, essayez de laisser la personne parler beaucoup. Et comme ça, surtout, vous pouvez après poser quelques questions concrètes sur un produit ou sur un service qui vous intéresse. Mais comme ça, vous pouvez lancer déjà une conversation naturellement et vous allez capter beaucoup des problèmes déjà. Voilà, maintenant je vais vous donner quelques astuces pour des choses à faire attention et à éviter peut-être. Généralement, c'est un peu dangereux de ne pas parler trop en tant que guide de discussion. Donc quand je pose une question, parfois il y a un silence. Et parce que la personne interviewée, elle doit réfléchir et c'est pas facile d'être interviewée. Donc laissez du temps pour cette silence, même si c'est difficile. Et n'essayez pas de remplir la silence avec beaucoup d'autres informations que vous avez entendues des autres utilisateurs ou des données d'analyse. Ça aide pas, ça va certainement biaiser la personne et la influencer. Donc voilà, essayez justement d'être calme. Ça a l'air évident, mais c'est pas facile. C'est pour ça que je le dis. Et surtout pas poser des questions suggestives. Et ça, c'est très difficile aussi. Parfois, c'est pas évident. Qu'est-ce que c'est une question suggestive? Donc, dans ces exemples-là, est-ce que vous avez des problèmes avec vos collègues? Ça implique déjà un peu qu'il y a des problèmes, ou au moins, ça va faire la personne interviewée penser qu'aux problèmes, premièrement. Et donc, peut-être une meilleure façon de poser la question, c'est « Racontez-moi comment sont les relations avec vos collègues ?» Et oui, donc là, c'est juste un exemple, parce qu'il y a plein de choses, des leading questions, des questions suggestives, et ça va avec de l'expérience quand vous avez fait cette erreur vous-même et vous avez reçu de feedback peut-être de votre collègue. Vous allez, ça va devenir plus facile pour vous de se rendre compte, et ça va aller de mieux en mieux. Et une dernière astuce, ne posez pas des questions sur des comportements dans le futur, parce que c'est de la spéculation. Vous ne pouvez pas savoir si une personne vraiment veut acheter quelque chose, mais c'est très tentant. En tant que designer ou product manager, on travaille sur un produit, on veut savoir si les gens aiment ce produit ou s'ils veulent l'acheter ou pas. Mais quand on fait des entretiens exploratoires, et on n'a pas déjà un prototype à montrer, c'est vraiment spéculatif. Et si on traite la réponse comme confirmation, c'est dangereux pour le produit. Donc au lieu de demander utiliseriez-vous cela, aimeriez-vous cela, essayez de comprendre les raisons et les motivations derrière les compétiteurs qu'ils utilisent ou les autres solutions qu'ils ont mises en place, pour vraiment comprendre pourquoi ils utilisent.
J'ai besoin d'un peu d'eau. Pensez à boire. Ok. C'est mieux. Ok, voilà, notre sujet aujourd'hui, parce que ça va être quand même un petit atelier. On va faire 2 exercices collaboratifs et on va imaginer que la SNCF a fait appel à nous pour améliorer leur service client et augmenter la satisfaction cliente. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui bosse pour la SNCF? Peut-être. Ah oui? D'accord. Ah, peut-être il y a des choses que vous pouvez apprendre aujourd'hui. Très bien. Bah, voilà, c'est fictif. On ne travaille pas pour la SNCF, mais on a pris cet exemple parce que tout le monde a un peu une expérience avec prendre un train et donc tout le monde peut se protéger avec facilement parce que on n'a pas malheureusement le temps aujourd'hui pour vous à faire des entretiens les uns avec les autres. Donc, au lieu de faire ça, on a déjà préparé des entretiens pour vous. Et on a parlé avec des collègues, des amis, mais c'est des vrais entretiens de 30 minutes et on a posé des questions sur la SNCF. Et voilà, je peux vous montrer le guide de discussion qu'on a utilisé. Ça, c'est un popcorn map parce que c'est des petits nuages de sujets qui ressemblent à des popcorn. Et c'est un truc assez facile à mettre en place. Et j'aime beaucoup de lancer les premiers entretiens comme ça parce que c'est rapide à mettre en place et c'est aussi facile d'avoir une conversation assez fluide et naturelle parce qu'un script linéaire, je trouve, ça ne se passe pas toujours linéaire. Quand j'ai une conversation avec quelqu'un, elle va sauter les sujets comme ça. Et donc avec cette mapping, je peux justement sauter aussi et checker des choses. Et voilà. Donc on a posé des questions sur l'expérience avec la SNCF. Voilà, ici vous voyez les derniers voyages, donc racontez-moi de la dernière voyage que vous avez fait. Et comme ça, on a déjà entendu beaucoup de problèmes, aussi des choses bien. Et après, on a posé quelques questions un peu plus concrètes pour les autres services, la réservation en ligne, le wagon-bar, les voitures calmes et le Wi-Fi. Et tout à la fin d'un entretien, on aime bien demander ou poser la question qu'on appelle baguette magique. Et ça, on rentre un peu hypothétique, un peu spéculative. On pose la question, si vous pourriez changer quelque chose dans ce service, dans ce produit, pour vous améliorer la vie, qu'est-ce que ça serait? Donc, on fait ça tout à la fin d'entretien. Comme ça, on le prend déjà un peu prudente. Mais ça peut lancer quand même des choses intéressantes parce que là, tout à la fin, on a parlé beaucoup. Là, il se souvient d'autres choses qui peuvent être améliorées. Voilà. Ok, donc comme ça, dans le processus, on a fait des entretiens. Et après chaque entretien, on a des post-it avec des apprentissages qui semblent tous importants parce que on a entendu des choses, des problèmes, ils semblent graves pour la personne, mais ça, c'est dangereux aussi parce que c'est tentant de vouloir résoudre un problème pour une personne qui... On vient d'avoir l'entretien, on a entendu le douleur de la personne et ça semble grave pour elle, mais peut-être c'est que le problème de Daniel et les autres, ils s'en fichent de ça. Donc c'est important de ne pas croire la réalité perçue d'un entretien. Il faut parler avec plusieurs personnes et vraiment trouver des choses qui se rejoignent pour trouver les problèmes principaux. Alors voilà, on fait une première synthèse, on enlève des choses qui peut-être ne sont pas intéressantes, qui ne vont pas nous aider à améliorer des choses, et on fait un premier groupement. Et vous voyez qu'on garde les couleurs. Chaque entretien a une autre couleur, comme ça on peut garder la trace toujours de qui a dit quoi. Et on fait un premier groupement, et c'est ça que vous voyez sur le mur. Ça peut ressembler au popcorn map que vous avez fait au début, ça peut déjà aussi rendre un peu plus dans les détails, peut-être vous avez trouvé quelques petits problèmes déjà. Mais voilà, ça c'est la première étape, et Alex va vous expliquer comment on va continuer. Donc voilà, c'est parti, on va faire le premier exercice. Donc, ce qu'on va faire dans ce premier exercice ensemble, ça va être de trouver ce qu'on appelle des problèmes et des apprentissages.
Donc en fait, on va se splitter en 2 groupes, juste après que j'explique l'exercice. Et on va commencer à lire les différents post-it, donc les informations qu'on a des entretiens utilisateurs. Et on va trouver des choses qui se rejoignent, que plusieurs personnes ont dit, des thèmes qui sont communs. Et on va les formuler comme des problèmes. Donc un problème, c'est quelque chose qui est perçu comme négatif par le client, ou comme des apprentissages. Un apprentissage, c'est toute information qui peut nous être utile pour prendre des décisions produits par la suite. Et on va toujours les formuler du point de vue de l'utilisateur. Par exemple, je ne trouve pas facilement quelque chose en ligne, par exemple, ou je n'arrive pas à réserver mon billet, ou ça peut être des apprentissages comme je fais confiance à la SNCF parce que... Donc, ça va être toujours formulé du point de vue de l'utilisateur. Et on va noter également, pour chaque problème et pour chaque apprentissage, le nombre de personnes qui ont dit ça. Donc, en fait, on peut, comme Anna disait, souvent, ça nous arrive, c'est humain, d'être un peu biaisé. Parfois, je participe à l'entretien, j'attends l'utilisateur qui me dit « c'est super grave, une fois, ça m'est arrivé ça ». Et du coup, forcément, on a l'empathie pour les personnes autour de nous. Je me dis « c'est un problème, il faut la résoudre, il faut résoudre ça pour les utilisateurs ». Mais en fait, le fait de voir qu'il y a juste une personne ou deux qui ont dit ça versus 4 ou 5 sur 5, du coup, ça nous aide à prendre du recul et à mettre en perspective aussi ces différents apprentissages. Et ça va nous aider également dans la priorisation par la suite. Aussi, une autre chose qu'on fait, c'est que pour chaque apprentissage et chaque problème, on va garder les post-it qui nous ont amenés à faire justement à écrire ce problème ou cet apprentissage. Et c'est pour 2 raisons. Déjà, c'est bien pour nous en équipe de pouvoir avoir justement le contexte. Parfois, on peut discuter entre nous par la suite, quand on rediscute des problèmes, des synthèses, ainsi de suite. Donc, c'est bien d'avoir ce contexte, mais ça nous aide également beaucoup dans les restitutions qu'on fait vers des stakeholders, vers le management ou d'autres parties prenantes. C'est des personnes qui n'ont pas forcément participé comme l'équipe vraiment aux entretiens. Et ça aide aussi à mettre plus de contexte, à leur donner des informations un peu plus concrètes et vraiment des exemples pour vraiment avoir des choses plus claires. Genre, pourquoi ça, c'est un problème? Et juste dire, on l'a entendu de la part des utilisateurs, ce n'est pas si puissant que de pouvoir donner vraiment une quote de ce que la personne a dit. Donc, voilà, c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc là, on va se diviser en 2 groupes. Donc il y aura un groupe qui sera ici et un groupe qui sera de l'autre côté. Et mais là, on va avoir besoin d'enlever quelques chaises comme c'était initialement. Voilà. Et on va avoir 25 minutes pour chacun des groupes. Donc aussi, comme je disais au début, je finis avec ça. C'est collaboratif, donc c'est vraiment votre exercice. Moi et Anna, on va faciliter au début, mais n'hésitez pas vraiment à prendre la parole, à lire, à écrire. Vraiment, c'est votre exercice et amusez-vous aussi. Donc moi, je vais être là, Anna de ce côté. On fait 2 groupes et on se lance. On peut vous parler un peu d'autres exemples pour lesquels on peut utiliser cet exercice de 2 by 2. Donc là, on a essayé de trouver des opportunités business, des choses à améliorer. C'est pour ça qu'on a pris l'impact business et le douleur utilisateur. Mais notre exemple, ça peut être pour trouver des choses risquées pour le produit qu'il faut tester. Donc, au début d'un projet, on a beaucoup de suppositions normalement. Et on ne sait pas où on peut commencer avec les tester. Donc, une façon d'y réfléchir, c'est d'avoir la probabilité de tuer le produit si cette supposition est faux. Est-ce qu'il est plus haut ou il est moins? Et est-ce qu'on a moins de preuves ou plus de preuves? Et dans cet exemple-là, on a le moins de preuves à la droite, parce que comme ça, on peut trouver des choses qui sont assez risquées, parce qu'il peut tuer le produit. Et on n'a pas de preuves, donc il faut tester, il faut valider si c'est vrai ou pas. Et voilà, on essaie toujours d'avoir le happy cadran en haut à la droite, c'est pour ça, c'est le moins preuve à la droite cette fois.
Et un autre exemple pour une priorisation de backlog ou des features, des idées pour des features, c'est prendre en compte la valeur que ça va donner et la complexité technique, par exemple. Comme ça, on va arriver avec des choses à commencer qui vont prendre beaucoup de valeur et qui sont moins complexes, qui sont plus faisables à mettre en place. Et là, on a un autre truc qu'on appelle les distractions séduisantes, parce que des choses qui ne prennent pas beaucoup de valeur, mais qui sont assez flexibles à mettre en place, c'est séduisant de les faire. Oui. Par rapport au niveau complexité, je suis perdue. C'est la complexité de quoi exactement? Est-ce que là, comment? De mise en place. De mise en place, de développement, en fait. Donc ça, c'est un exercice qu'on fait parfois avec l'équipe développeur. On va parler de la complexité technique que ça, avec le feature que ça prend. Oui, ça peut, en fait, se poser cette question, ça peut nous faire nous rendre compte que vraiment, peut-être qu'il y a certains problèmes que ce ne sont pas dans notre périmètre. C'est quelque chose du périmètre peut-être de l'autre équipe. Et c'est vraiment peut-être, ou parfois, c'est même très peu possible pour nous de faire ça. Parfois, ça peut être très grave, c'est génial, mais ce n'est pas dans mon entité, ce n'est pas chez moi, ou c'est pas... Voilà, parfois, on ne peut juste pas toucher ça. C'est un peu extrême, mais vraiment, on se rend compte de ça. Après, si c'est un produit software, ça peut être tout simplement, est-ce qu'il y a une intégration très complexe à faire? Du coup, forcément, c'est coûteux, c'est plus complexe, ça va être plus à gauche. Voilà. Un dernier exemple, c'est pour des choses design ou pour prioriser des bugs aussi. C'est pour prendre en compte le douleur utilisateur et la fréquence avec laquelle ça arrive. Donc, dans ces exemples-là, on a pour le douleur, on a un peu pris en compte les deux, mais parfois c'est important de mapper les deux en parallèle pour trouver des choses qui ont beaucoup de douleur et qui arrivent assez souvent. Donc, il faut évidemment les résoudre en premier. Oui, c'est justement ce qu'on discutait dans notre... Je pense que c'était par là qu'on avait dit, est-ce que ça nous fait que ça arrive souvent? Justement, ces genres d'axes, ça prend ça en compte. Là, on a plein de problèmes, mais il y a un moment où il faut quand même construire des solutions pour ces problèmes. Donc, comment on fait? C'est... on passe dans une deuxième étape qu'on appelle solutioning. Et en fait, dans cette partie, on commence avec des How Might We Statements. En fait, c'est une méthode qui a été rendue célèbre par les Design Sprints de Google Ventures. Et en fait, on va prendre les problèmes et on va les exprimer avec des questions comme comment pourrions-nous. Par exemple, ici, le top problème, c'était « je manque de clarté pendant la réservation ». Donc, on va exprimer ça comme « comment pourrions-nous aider Florent à avoir plus de clarté pendant la réservation ». Florent étant une des personnes qu'on a interviewées. Et pareil, si je peux choisir le deuxième problème, comment pourrions-nous aider nos utilisateurs à comprendre ou avoir plus d'informations sur le retard. Et en fait, ça nous aide vraiment à aller plus vers les opportunités et les solutions. Donc, comment on va faire? C'est en équipe, on va faire un brainstorming, mais bon, c'est plus un brainwriting. En fait, on va tous écrire sur des post-it des idées de solutions pour aider notre utilisateur à avoir plus de clarté pendant la réservation. Donc, on va vraiment se focaliser sur des opportunités, des solutions pour résoudre ce problème qu'on a décidé déjà tous ensemble que c'est le problème le plus important à attaquer. Donc, on va avoir plein des idées, des solutions. Et en fait, pour passer à la suite, on va tout simplement voter et voir avec quoi on va commencer à tester. Donc là, ça nous aide, le fait de voter, ça nous aide à vraiment éviter des débats qui sont parfois assez longs et inutiles dans l'équipe. Et la prochaine étape, en fait, ce n'est pas de se dire « Ah, on a plein d'idées de solutions, on sait que c'est le bon problème, on a plein d'idées de solutions, on va implémenter ». Là, c'est important de ne pas, encore une fois, sauter à la solution et juste investir beaucoup. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester. Donc, c'est très important de tester nos idées, justement pour s'assurer qu'on va dans la bonne direction. Le fait qu'on a fait ce brainstorming, qu'on a des super idées,
ne veut pas dire que ces idées vont bien fonctionner pour nos utilisateurs. Donc en fait, c'est important de tester ça et de tester ça rapidement et d'une manière peu coûteuse. Donc ce qu'on fait à cette étape, c'est qu'on utilise vraiment les techniques du Lean Startup. Donc on va faire des expérimentations Lean et on va essayer de tester ça vite, pas cher, avec peu d'investissement, peu de temps, peu d'argent. Donc souvent quand on dit expérimentation Lean et test, on pense à des prototypes. Oui, il y a pas mal de projets où au début ça peut fonctionner. Mais si on dit prototypes, c'est des prototypes, soit des prototypes très basse fidélité. On ne va pas investir beaucoup pour ces premiers tests. Parfois, les prototypes papier, ça peut vraiment nous donner énormément d'insights, autant que de faire vraiment un prototype plus évolué. On dessine ça sur un papier, on met en face des clients, on a déjà un premier retour, un test. Ou parfois, on peut même faire nos utilisateurs dessiner eux-mêmes sur un papier. C'est toujours pas très coûteux, mais ça nous donne déjà énormément des insights et des apprentissages aussi. Ça nous aide déjà à tester et avoir des premiers retours. Aussi, on peut faire des tests comme le fake button. Si on a déjà un site qui existe, on peut mettre un bouton faux et voir tout simplement comment les utilisateurs réagissent par rapport à ça. Est-ce que les gens cliquent? Est-ce qu'il y a d'autres données qu'on peut recueillir par rapport à ça? On peut déjà beaucoup apprendre et ça nous coûte 5 minutes de développement, même pas. Ou on peut faire des tests comme le Wizard of Oz où, par exemple, on a un chatbot. On va inviter des gens pour les entretiens et en fait, nous n'allons pas investir à développer tout l'automatisme derrière le chatbot, mais on va avoir une vraie personne de l'équipe qui va répondre à la place du chatbot, mais qui va donner à l'utilisateur qui est en train de tester vraiment l'expérience qu'il pourrait avoir une fois qu'on aurait automatisé tout ça. Ça nous fait vraiment gagner beaucoup de temps et d'argent. On ne doit pas vraiment automatiser tout ça pour voir si ça marche. On peut avoir déjà des premiers retours qui sont très précieuses pour savoir si on va dans la bonne direction. Wow. Et aussi, une dernière chose qui est également très, très importante, comme je disais, il faut tester rapidement, souvent, mais aussi il faut essayer le plus vite possible de mettre vraiment le produit ou les premières ébauches de solutions dans la main des utilisateurs. Dans la main de nos utilisateurs le plus à échelle possible. Parfois, OK, peut-être on ne peut pas se permettre à mettre 5 millions de personnes tout d'un coup, mais petit à petit, de plus en plus. On fait de plus en plus de gens, de plus en plus à échelle et vraiment en production. Et surtout, toujours pour minimiser le risque. Parce que si j'attends... Souvent, en fait, on est en train de bâtir des produits, on a vu les problèmes, on les a entendus, on les a sentis, on a envie d'avoir quelque chose de complet, de vraiment qu'on soit fier une fois qu'on le met en face des utilisateurs. Mais en fait, ça peut vraiment nous tuer le produit. Il faut vraiment se dire, OK, j'ai déjà une première ébauche, j'ai déjà une première chose que j'ai vu que ça marchait plus ou moins. Là, je mets déjà en production. Je ne vais pas attendre des mois ou un an pour avoir quelque chose qui me semble assez complet. Je sais, il y a des débats qui ne sont pas faciles avec les stakeholders parfois, pour quel moment on mettre en production, mais vraiment essayer de pousser pour faire ça au plus vite, pour vraiment limiter le risque. Parce que si je suis juste ici, je teste, je me rends compte que ça ne marche pas, mais du coup, je n'ai pas perdu grand-chose. J'ai perdu une semaine, j'ai perdu quelques heures de dev. C'est bon, je reviens en arrière et je sais que je vais commencer dans une bonne direction. Si je suis déjà ici, forcément, ça me coûte beaucoup plus cher si j'attends autant pour tester. Donc voilà, conclusion rapide. Mais juste avant la conclusion, je voulais juste rajouter quelque chose qui me semblait intéressant par rapport à l'exercice qu'on faisait avant. Donc, en fait, qui participe à cet exercice? En fait, souvent, on a l'équipe. Donc, pour la résolution des problèmes, on a une équipe qui est assez petite, l'équipe qui vraiment travaille sur le produit. Et souvent, les personnes qui ont aussi entendu les entretiens utilisateurs, parce que sinon, c'est très difficile. Même ici, ce n'était pas facile pour nous de se mettre en perspective et se dire, est-ce que c'est mon expérience ou est-ce que c'est vraiment ce que les personnes qui sont venues à l'entretien ont vécu?
Donc, on essaye d'avoir vraiment les personnes qui ont participé à l'entretien. Parfois, si je prends en compte, par exemple, la complexité technique, je peux avoir un expert technique. Si je prends en compte l'aspect business, c'est bien d'avoir un stakeholder du business qui peut vraiment représenter ça et nous donner assez d'informations pour pouvoir bien choisir. Donc, c'est vraiment important de choisir les bonnes personnes pour pouvoir informer ces décisions. Aussi, souvent, on va éviter d'avoir juste des personnes qui n'ont pas été dans le process, qui vont juste venir dire leur avis, essayer d'influencer. Ça ne nous aide pas. Donc, en conclusion, écoutez vos utilisateurs. Essayez de prendre le temps à comprendre pourquoi on est en train de faire ça. Donc, pourquoi on est en train de bâtir ce produit, ça correspond à quel problème qu'on a vraiment entendu des utilisateurs, pas un problème qu'on est juste sûr que c'est le problème à régler. Et aussi, allez les connaître. Les utilisateurs, ils ont plein de problèmes, plein d'insights. C'est toujours ça qui va faire que le produit va être finalement pertinent pour eux. Aussi, prioriser les problèmes, il y a toujours beaucoup, on apprend beaucoup. Mais on ne peut pas tout attaquer d'un coup. Donc, vraiment, trouvez vos bons critères pour prioriser. Et justement, essayez comme équipe de trouver ces bons critères, de prendre en compte toutes ces informations que vous avez à la fois du business, de l'utilisateur, pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut attaquer en premier. Et pour être idéalement pertinent à la fois pour le business et pour l'utilisateur. Et surtout, testez vos solutions. Parce que juste imaginer des solutions qui correspondent à des vrais problèmes ne vont pas faire que notre produit a du succès. Il faut vraiment les tester. Donc, essayez de tester vraiment de manière rapide, peu coûteuse et idéalement très rapidement en production aussi. Merci beaucoup.